une conférence cette fois-ci sur l'inclusion, l'e-sport briseur de barrières. Bonjour donc Gaël, bonjour à toi. Tu es donc juriste, tu es aussi un petit peu engagé dans l'e-sport. Kim aussi, oui. Bonjour à toi, tu es présentatrice chez Freeplay, mais aussi casteuse, donc commentatrice de compétition et aussi animatrice, on peut se le dire. Alors bon, je vais vous laisser vous présenter juste après. L'e-sport, on le sait, c'est souvent quand même vu comme un milieu fermé, mais de plus en plus d'initiatives encouragent la diversité et surtout l'inclusion. Alors, quels sont les défis et surtout quelles sont les solutions? On va en parler avec vous. Kim, je te laisse d'abord te présenter pour l'Assemblée. Du coup, je m'appelle Kim. Enfin, en vrai, c'est pas mon vrai prénom, mais voilà, anonymat d'internet. Concernant mon rapport à l'e-sport, du coup, je fais principalement du cast sur Valorant et un peu sur LoL depuis une grosse année maintenant. Voilà. Je fais également un petit peu de host et je présente Freeplay. J'adore l'e-sport de manière générale, c'est une passion. Tout va bien. Donc voilà. Et sinon, en dehors de ça, je travaille dans l'informatique. Voilà. Je suis réparatrice d'imprimantes. D'accord. Merci. C'est pas vrai. Gaëlle. Oui. Bonjour, je suis juriste. Je suis principalement juriste en droit du travail et en droit européen à l'origine. Je travaille à l'heure actuelle comme assistante d'enseignement dans une université en Belgique. Mais je suis passionnée d'e-sport depuis que je suis petite et à l'heure actuelle, je suis donc juriste de l'association Team Divergente. Depuis des années, j'estimerais pas du coup que je suis forcément une femme de l'e-sport, mais plutôt une alliée des femmes et de l'e-sport en général. Merci beaucoup. On va commencer la discussion sur évidemment un sujet qui est assez inhérent aujourd'hui à l'e-sport, c'est la place des femmes et des minorités. C'est un sujet qui est assez vaste, mais on va essayer de le préciser. Les femmes dans l'e-sport, on a toujours entendu que c'est assez compliqué pour les femmes, dans l'e-sport surtout. Comment est-ce que vous, déjà, vous percevez, toi notamment Kim, comment tu perçois les gens qui viennent vers toi? Alors, que ce soit pour t'encourager ou des fois peut-être aussi avoir des mots un peu moins gentils. J'ai eu mon premier hater ce week-end. En vrai, c'est un vaste sujet qui a été beaucoup abordé, hein, quand même déjà, je pense. C'est un peu compliqué, c'est un truc à double tranchant, je trouve. À la fois, on vient nous voir parce qu'il y a une volonté de proposer de l'inclusivité et donc d'avoir plus de femmes, plus de personnes racisées ou de genre marginalisés. Effectivement, il y a toujours une partie de tu sais pas trop si c'est pour ça qu'on vient te voir ou pas. Après, je me dis que c'est une chance. Personnellement, moi je suis dans cette team ça reste une chance parce que je pense que si personne faisait cette démarche, j'en aurais peut-être aucune. Voilà. Parce qu'on ne me considérerait pas. Personnellement, voilà, quand on vient me voir, je trouve que c'est une chance, peu importe la raison pour laquelle on le fait. La preuve, je suis ici aujourd'hui pour parler des femmes. Et je suis là parce que je suis une femme. Et c'est déjà bien. Moi, je trouve ça bien d'avoir cette chance-là. Après, pour les femmes qui sont plus mises en avant, il y a effectivement, comme tu disais, aussi le fait de se retrouver confrontée à une forme de haine ou d'incompréhension, aussi, je pense, beaucoup, qui n'est pas facile. Ouais. Peut-être que toi, tu en as un petit peu plus... Alors, moi, personnellement, c'est vrai que je pense qu'en étant jeune joueuse, à l'époque, j'avais déjà eu affaire à un petit peu de violence sur les jeux directement. Maintenant, ce que j'observe beaucoup, c'est que la place de la femme, évidemment, elle est là. Hein. La femme a totalement la place dans le monde de l'e-sport, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que dans divers métiers du numérique. Aujourd'hui, ça tend à vraiment s'étendre. On a par exemple énormément d'associations dans l'e-sport féminine. Je pense notamment à Women in Games, Afro Gamers, Gamer et encore plein d'autres structures qui encouragent justement à ce que la femme s'installe petit à petit et à lutter contre les potentielles discriminations, violences qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Alors, le sujet est vaste, il y a pas mal de problématiques. Je pense que pas mal de personnes peuvent se responsabiliser vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'inclusion de la femme partout et des minorités, bien sûr, de manière générale. Donc oui, il y a encore énormément de choses à faire.
mais ça s'installe petit à petit. Il y a de plus en plus d'événements et c'est bien qu'on puisse en parler comme aujourd'hui par exemple. Un problème qui est aussi puni pénalement parlant, si je dis pas de bêtises, hein, mais c'est dans l'e-sport comme dans tout, la discrimination, hein, qu'elle soit négative surtout, elle est punie par la loi. Exactement. Pour que cela s'applique, à l'heure actuelle, c'est surtout du domaine de la réglementation du travail, d'accord. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu en France, on a eu la chance que la France s'y intéresse un petit peu et reconnaisse le statut, par exemple, des joueuses e-sportifs et des joueurs e-sportifs en général depuis 2016. Mais la problématique, c'est que le droit du travail, aujourd'hui, il a encore un petit peu de problématiques à s'appliquer parce qu'on ne sait pas trop, il y a beaucoup d'indépendants, beaucoup de salariats, beaucoup de structures associatives aussi. Et donc, c'est un petit peu difficile d'appliquer le droit du travail et les protections qui s'y affairent, dont les règles anti-discrimination, etc. Aujourd'hui, en effet, moi je pense notamment à pas mal de métiers numériques comme les influenceuses. On a pu le voir avec le procès d'Ultia cette semaine, d'accord, qui a été plusieurs fois harcelé sur les médias. Vous pouvez nous rappeler justement. Oui, donc en effet, ça date maintenant d'il y a 3 ou 4 ans. La streameuse Ultia avait reçu pas mal d'harcèlement suite à un événement organisé par le streamer Zerator. Et lors de cet événement, en effet, il y a eu des discussions et des débats qui ont mis Ultia en avant. Et par la suite, elle a subi énormément de violences numériques sur les réseaux sociaux pendant 4 ans, dont des menaces de mort, des menaces de viol, etc. Oui, elle parle de plus de 30 000 plaintes. Hein. En effet, et cette semaine, donc, il y a eu enfin des punitions, dont 5 harceleurs en particulier, dont, il me semble, 1 ou 2 streamers eux-mêmes. D'accord. Voilà, qui Comme ont quoi, reçu des image, peines. C'est aussi important. Exactement, on se rend compte finalement que d'autres streamers masculins prennent en fait une part à jouer dans cette violence envers d'autres femmes de la profession. Donc c'est assez alarmant, mais c'est aussi encourageant de voir justement que Ultia a eu entre guillemets gain de cause et que donc il y a eu des peines d'emprisonnement avec sursis de quelques mois et également des amendes bien sûr. Donc ça reste, je pense, une bonne image de la justice aujourd'hui, peut-être enfin un premier pas pour montrer et pour dissuader peut-être aussi ces violences envers les femmes qui est exposée sur les réseaux sociaux, et notamment les joueuses e-sportives aussi, parce que récemment Vitality a posté une vidéo avec ces joueuses, où ces joueuses concrètement lisaient des messages de haine qui leur étaient destinés. Et donc tout ça, ça fait partie d'un grand tout de sensibilité, de montrer que ce genre de comportement est clairement puni et répréhensible. Justement, Kim, toi, tu as une image sur Internet. On a pu te voir en plus de ça il n'y a pas si longtemps au RTS, n'est-ce pas? Si tu peux nous rappeler d'ailleurs ce que c'est. Est-ce que tu sens toute cette image et tout cet esprit-là qui peut être négatif, mais qui est parfois, et le plus souvent d'ailleurs, c'est ce qu'on espère, le positif. Est-ce que une situation comme Ultia, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est bien, que maintenant pénalement on puisse réprimander ce genre de comportement? Honnêtement, je suis mitigée. Je trouve ça bien que la loi considère que harceler des gens c'est mal. Après, pour le fait que ce soit du sexisme ou pas, le problème c'est que c'est toujours dur à prouver, et d'ailleurs la plupart des gens qui critiquent des femmes sur Internet sont persuadés qu'ils le font pas parce que c'est des femmes, mais juste parce qu'elles sont pas drôles, nulles, pas douées. Enfin, vraiment, la plupart des critiques sur les casteuses, les gens qui les font sont persuadés que c'est juste parce qu'elles sont nulles et que ça les fait chier qu'elles soient là, parce qu'ils estiment qu'elles sont là que parce que c'est des femmes, et que donc ça les énerve. Et sans jamais se poser la question de tiens, c'est marrant, 98% du temps quand je critique quelqu'un, c'est une femme. En fait, c'est vraiment transparent, comme c'est des biais psychologiques auxquels on n'a pas vraiment accès si on ne prend pas le temps de vraiment les remettre en cause. Et je pense que les punitions légales sont positives, entre autres pour Ultia. Je pense qu'elle, ça lui a fait du bien. Je pense que les punitions légales, ça appuie aussi sur la victimisation. Je me fais punir pour un truc où je ne mérite pas de punition.
parce que j'ai fait que dire la vérité. Cette personne, elle était nulle, pas drôle. C'était juste un message sur Twitter ou juste une fois. Non, je vais pas faire la blague. Sur le chat. Pardon. Et ouais, c'est compliqué. Honnêtement, pour moi, ça passe pas que, en tout cas pas du tout que par des répréhensions légales. Il y a vraiment un truc sociétal à changer sur la façon dont les femmes sont considérées par les hommes. Et du coup, qu'on n'ait pas seulement des personnes avec lesquelles relationner, ou des sœurs ou des mères, on peut aussi être des potes. Et ça, pour moi, ça commence à la maternelle, en fait, que tout le monde commence à jouer ensemble, qu'il n'y ait pas ce truc, les garçons avec les garçons, les femmes avec les femmes. Et je pense que si on arrive à commencer à devenir tous potes, ça deviendra normal de voir des femmes dans les milieux des hommes, parce que, en fait, c'est comme la problématique sur les youtubeurs qui disent bah, y a pas beaucoup de femmes, oui, ok, mais j'invite mes potes. Ce qui est vrai. Et ce qui est légitime, en fait, de leur part, de vouloir inviter leurs potes. Et pour moi, le problème, effectivement, il se situe beaucoup plus à la racine. Et il y a vraiment ces deux faces de la pièce. Totalement d'accord avec toi. Pour le coup, même en étant juriste, j'estime ici qu'il y a quand même un énorme travail à faire en amont, de la plus tendre enfance, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je veux dire, aussi toute cette question culturelle du monde, en fait, du gaming qui serait purement masculin, et qu'en fait, je vois souvent, par exemple, dans la dernière vidéo de Vitality, il y avait des commentaires qui disaient oui, les femmes s'accaparent le monde du jeu vidéo. Mais en fait, depuis le départ, ce monde-là était aux deux sexes, hein, bien sûr. Il y a aussi toute cette... Ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi ça les gêne. Admettons, les femmes veulent s'inclure dans le jeu vidéo et elles n'en faisaient pas partie à la base. Ce qui est intéressant et ce qui relève de la façon dont voit la société, c'est pourquoi est-ce que les hommes ils vivent ça comme une attaque de savoir qu'il y a des femmes qui veulent faire partie d'un milieu d'hommes. Oui, une espèce de concurrence peut-être au final, alors que pas du tout. Je veux dire, au contraire, l'e-sport c'est vraiment le milieu, contrairement au milieu sportif classique où il y a vraiment une performance physique, etc., qui nous sépare. Le milieu de l'e-sport, il n'y en a pas en fait. Il y a vraiment une notion d'égalité qu'on peut construire, et même, par exemple, je sais que c'est très minoritaire, mais il y a énormément d'équipes mixtes qui se créent petit à petit à l'échelle internationale. C'est encore une minorité, soit, mais il y a pas mal d'organismes qui veulent mélanger les joueuses et les joueurs dans une même équipe, et c'est très intéressant. Ça met vraiment l'homme et la femme sur un pied d'égalité, en pure solidarité et en pure coopération, quoi. Donc, alors, on parle justement beaucoup de la place de la femme dans l'e-sport. Il y a aussi aujourd'hui des minorités qu'on peut appeler minorités, hein, notamment les LGBTQIA+, c'est ça, mais aussi les femmes et les hommes trans. Aujourd'hui, c'est très décrié d'être, j'ai l'impression, trans dans le monde de l'e-sport. C'est très compliqué de le vivre. On le voit aussi avec l'équipe, notamment de Vitality. Là, on a vu qu'elles ont pu être mises à l'honneur le week-end dernier. Est-ce que c'est des événements comme ceux auxquels tu as participé, Kim, qui peuvent faire changer les choses et qui peuvent aussi peut-être faire changer, au moins si ce n'est pas les choses, la manière de penser ? Je pense que ça participe. Je pense que ça participe pas forcément tout de suite à la mixité, parce que encore une fois c'est très cloisonné en fait. C'est un événement pour les femmes ou les personnes de genre marginalisées, donc il y a une forme de chacun dans son coin. Mais par contre, ce que ça permet, c'est que les femmes ou les personnes trans aient un espace où elles se sentent accueillies et où il y a de la représentativité, et où du coup ça va leur donner la possibilité de s'investir dans ce genre de chemin, donc le jeu vidéo compétitif, si ça les intéresse. Enfin, je sais que personnellement, dans ma vie, la première fois que j'ai touché à un jeu compétitif, j'avais déjà 25 ans. Parce que, en fait, effectivement, mes amis, quand j'étais au lycée, c'était principalement des femmes, et qu'elles ne jouaient pas aux jeux vidéo. C'était quelque chose que je faisais moi de mon côté. Je ne sais pas trop comment j'ai découvert ça exactement, parce que je n'avais que des sœurs. C'est moi qui ai un peu poussé le truc dans ma famille, mais du coup c'était très casu, parce que effectivement dans mon cercle amical c'était pas quelque chose qu'on faisait, et
plupart des femmes de ma génération, en tout cas, qui jouent beaucoup aux jeux vidéo depuis longtemps, c'est parce qu'elles avaient des frères qui jouaient ou ce genre de choses. Moi, je pouvais pas faire de LAN avec mes potes. On n'allait pas sortir le CS le samedi soir parce que de toute façon, je savais même pas ce que c'était. Et c'est venu beaucoup plus tard. Et je pense que ce genre d'événement, en fait, ça crée vraiment beaucoup de représentativité. Et moi, j'aurais adoré faire ça si j'avais su que ça existait et que c'était possible pour moi. Mais ça faisait tellement pas partie de mon scope parce que en fait, c'est pas du tout targeté d'un point de vue marketing pour qui j'étais que c'était pas possible. Et aujourd'hui, c'est un peu en train de changer. C'était du coup un événement sur la chaîne de Samuel Etienne. Je crois que c'est déjà la 3e fois que je détruis son nom, donc je suis désolée. Qui est quand même pas mal connu et c'est vrai que ça donne une grosse part de visibilité. Je pense que c'est important. Voilà. Est-ce qu'il en faut plus, justement ? Je trouve qu'il y en a quand même déjà pas mal, en toute honnêteté. En tout cas en France. À l'international, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, alors il faudrait peut-être dans plus de jeux. Sur Valorant, honnêtement, il y a pas mal de choses. Sur la off-season, il y a eu plein de tournois qui ont été organisés. Je sais qu'il y avait un tournoi qui a été fait par Auxerve. J'en ai fait un autre, mais j'ai oublié lequel c'était. Il y avait pas mal de tournois européens aussi, qui sont organisés par Dive.E, qui est un peu l'organisation qui fait la scène féminine de Valo en Europe. Il y a toute une ligue qui fonctionne quand même très bien. Donc il y a beaucoup de choses, je trouve déjà. Peut-être plus de mixité. Moi, c'est ça que j'aimerais. Il y a eu un tournoi notamment sur Valo où il y a quelques joueurs pros de très bon niveau qui se sont prêtés au jeu. Et c'était vraiment chouette, j'ai trouvé. Et moi, c'est ça que j'aimerais, des équipes où on force la mixité. Clairement, moi, je pense que c'est pas encore assez suffisant, que ce soit pour la femme ou pour la transsexualité et toutes les minorités. Je pense qu'il y a vraiment des champs d'action à faire pour responsabiliser un petit peu plus chaque acteur du monde de l'e-sport. On parlait des jeux vidéo, par exemple, mais je pense aussi donc aux organismes qui emploient et aussi, par exemple, aux organisateurs de compétitions en eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a des barrières auxquelles personne ne pense. Je disais tout à l'heure que le monde e-sportif n'est pas du tout un sport à proprement parler, mais les chercheurs et les acteurs aussi ont tendance à vouloir absolument appliquer les règles du sport professionnel au monde de l'e-sport, ce qui ne marche pas tout le temps. Je parlais donc des équipes mixtes, mais par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes séparées en fonction du sexe, donc équipe femmes, équipe hommes. Et parfois, ça peut créer aussi des blocages au niveau de l'intégration des personnes trans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les organisateurs de compétition ont parfois leurs propres règles d'équité. Et donc, ça voudrait dire que toutes les compétitions n'ont pas les mêmes règles d'intégration, d'accord ? Demandent parfois certains documents que d'autres ne demandent pas. Et ça va aussi énormément influencer l'association ou l'organisme qui recrute des joueurs par la suite, qui ne voudraient peut-être pas discriminer ou bloquer qui que ce soit, mais qui sont parfois contraints à cause des règles de certains événements compétitifs au-dessus, quoi. Donc ça, c'est aussi une grosse réflexion, je pense, peut-être d'harmoniser peut-être certaines règles, de parler d'harmonisation entre les fédérations, entre les organisateurs de compétitions e-sportives. Voilà. On parlait justement de ces compétitions-là qui sont organisées par des éditeurs de jeux vidéo, puisque c'est eux qui aujourd'hui font ce jeu-là. Sur Valorant, comme tu en as parlé, on a une compétition qui s'appelle les Valorant GC, Game Changer, qui est dédiée aux filles, on va dire. Est-ce que pour vous, c'est la bonne façon de mettre en avant l'e-sport féminin ? Je pense que c'est la bonne première marche. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que ça permet vraiment aux femmes de se développer compétitivement, parce que d'avoir envie de le faire aussi, parce qu'il y avait un peu un truc, si tu n'as que des compétitions mixtes qui sont en réalité avec que des hommes, tu vas pas te mettre à jouer 10 heures par jour quand tu es une femme de 16 ans, parce que quel intérêt de passer ta vie dans un jeu vidéo où tu sais que tu n'en feras jamais rien. Les hommes qui se donnent à fond pour pouvoir développer et potentiellement progresser, c'est parce qu'ils se disent peut-être que je peux devenir joueur pro, donc je vais m'investir à fond pendant 1, 2, 3 ans, et au pire ça marche pas, voilà. Mais si tu es une femme et qu'il n'y a aucune femme dans une équipe,
franchement, quel intérêt de passer toute ta vie à jouer à ce jeu pour rien. Autant aller faire des études, voir tes potes ou écrire un bouquin. Voilà. Donc voilà. Moi, je pense que c'est une bonne première marche parce que ça donne une opportunité et du coup, les femmes peuvent la prendre. Et ça leur permet aussi peut-être de gagner en confiance parce qu'il y a un gros truc psychologique quand même globalement sur la confiance. Socialement parlant, c'est potentiellement plus difficile pour une femme d'avoir confiance en ses capacités et être dans un environnement où tu joues pas en plus ton ego. Parce que quand tu as des femmes qui jouent contre des hommes, il y a toujours ce truc de « Oh là là, si je perds, je fais que appuyer le cliché que les femmes sont nulles ». Je sais que quand je jouais à WoW, quand j'étais ado, World of Warcraft pour les plus jeunes d'entre nous, je ne voulais pas venir en vocal. Je écrivais au masculin parce que je ne voulais pas qu'on sache que j'étais une femme parce que j'avais pas envie qu'on normalise. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit d'être nulle si j'étais une femme. Parce que tout le monde serait là en mode genre ah ben c'est normal qu'elle est nulle, c'est une femme. Et du coup je voulais pas qu'on sache. J'écrivais tout au masculin. Je voulais pas être en vocal. Ça c'est assez symptomatique et. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que par contre j'ai plein de potes de mecs qui eux se faisaient passer pour des femmes parce qu'ils que tout était plus facile quand tu étais une femme, qu'on allait donner du stuff, de la thune et blablabla. Ah oui, donc pour avoir des récompenses dans le jeu, hein, globalement. Exactement. Et alors que en fait, là, je connais plusieurs meufs qui, comme moi, ne voulaient pas qu'on sache que c'était des femmes. Ok. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est une vraie question, en fait. Pourquoi ? Parce que déjà, alors pour répondre à la question, c'est un bon premier pas. De faire des équipes uniquement féminines. Pourquoi ? Parce qu'on manque à l'heure actuelle de représentation de la femme à ce niveau-là. D'accord ? Par exemple, Francis Sport a récemment publié son baromètre 2024 et a démontré que les femmes jouent de plus en plus aux jeux vidéo pour le plaisir. Par contre, quand on entre dans la sphère compétitive, lucrative, là, il y a seulement 7% de femmes pour le reste d'hommes. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a une barrière à l'entrée de ce marché du travail. Pourquoi ? Et pour toutes les raisons que tu viens de mentionner, c'est que, par exemple, la plupart des organisations, des grosses organisations, sont en général créées, fondées par des hommes qui sont très connus sur la sphère du streaming, etc. Donc ça, voilà, déjà, ça choque un petit peu. Les femmes se disent, est-ce que j'ai ma place là-dedans ? Et ensuite, il va y avoir tout ce discours mais la femme est plus nulle que l'homme sur le jeu vidéo, ce qui est évidemment faux, hein, les études l'ont montré, il n'y a aucune différence. La problématique, c'est que ces personnes-là aussi se basent sur quoi ? Ils se basent sur des compétitions féminines qui seraient peut-être un peu moins populaires ou qui ne fonctionneraient peut-être pas autant que certaines grosses compétitions purement masculines, mais tout simplement parce qu'elles manquent aussi pas mal de financement. Hein. La sphère féminine dans l'e-sport, elle est touchée par cette image-là de femmes plus nulles que l'homme, et donc elle manque de soutien, de financement et de représentation. Et c'est très bien résumé de tout ce que tu as dit, quoi. Mais il faudrait peut-être que la femme en général, les femmes en e-sport, peut-être s'affirment plus, affirment leur caractère. Tu es triste ? Arrête. Non mais c'est un petit peu un discours féministe, mais c'est finalement que la femme prenne sa place et dise bon, en fait j'existe, non seulement j'existe et je suis plus fort que toi. Mais à ce sujet, il y a une grande femme de l'e-sport en France qui est Loupiote, qui a fait un post. Loupiote est une femme qui prend l'espace. Elle parle fort, elle prend beaucoup d'espace, elle n'a pas peur d'aller dans les lieux où habituellement il n'y a pas énormément de femmes. Elle est très compétitive, son casque prend beaucoup de place et elle se fait énormément critiquer. Et elle le vit mal. Elle le vit mal parce qu'effectivement on lui tout le temps, et ça, on reboucle sur avant, mais oui, il faut que les femmes prennent de l'espace, mais pour l'instant, la société n'est pas prête à les accueillir, et je pense que si on regarde les youtubeurs, les streamers, c'est assez représentatif. Le top, c'est que des hommes, et à mes yeux, c'est pas parce que les femmes sont moins intéressantes, c'est juste qu'elles ont accès à un viewership réduit, parce que pour moi, les femmes et les hommes sont intéressés
par des influenceurs hommes, alors que je pense qu'une grosse partie des hommes ne sont pas intéressés par le contenu qui est produit par une femme. Et c'est valable aussi pour la scène compétitive. Je pense qu'il y a plein de mecs qui s'en fichent totalement de regarder les femmes parce que, en fait, ça ne fait pas partie de leur scope. Pour eux, les femmes, c'est pas intéressant. C'est intéressant pour relationner, voilà, pour les draguer, pour sortir avec, pour faire des enfants, blablabla. Mais sinon, elles ont rien d'intéressant à proposer. Elles aiment, je pense qu'il y a vraiment plein de mecs qui sont persuadés que ce qui intéresse les femmes, c'est pas intéressant. Et que donc, les regarder streamer ou quoi, franchement, quel intérêt, quoi. Et du coup, pour le fait qu'il faut que les femmes prennent l'espace, elles le font déjà, elles essayent. Mais pour moi, la société n'est pas encore prête à les accueillir. Et l'idée d'avoir une ligue féminine qui a la popularité... Enfin, déjà, de toute façon, dans l'idéal, on voudrait des ligues mixtes, en fait. Dans l'e-sport, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison, techniquement. Donc, en fait, la ligue féminine n'a pas vocation à devenir aussi populaire que la ligue masculine. Elle a juste vocation à être une marche pour que les femmes osent, après, jouer en T2, en OTF, voilà, enfin, avec les hommes, en fait. Si je peux ajouter quelque chose à ce beau discours, au final, je pense que de toute manière, plus le monde du travail là sera protégé, plus les règles vont s'appliquer à nouveau correctement, l'égalité va être renforcée au niveau des entreprises, des joueuses, etc. Et plus aussi, on va avoir des femmes qui vont se syndicaliser. C'est déjà le cas en ce moment. Il y a 2 jours, il y a eu une grève nationale en France par le syndicat des joueuses et des joueurs du jeu vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y avait cette fameuse question du plan de l'inclusivité de la femme. Il y a évidemment Women in Games qui est très, très active sur le sujet-là. Les femmes prennent de la place, elles ouvrent vraiment la parole et elles sont souvent très réprimées. Et je pense que la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est vraiment d'encourager le dialogue, les participations de ces travailleuses et travailleurs alliés, le cas échéant, et profiter aussi de quoi? Du fait qu'aujourd'hui, le monde e-sportif, c'est un monde où il y a énormément d'associatifs. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour les gens parce qu'il y a une action ici volontaire, hein, et non pas lucrative à proprement parler dès le départ. Et ça crée de l'événement comme ce genre d'événement aujourd'hui pour juste rappeler que la femme, elle est déjà là. Elle est à nos côtés, que c'est une collègue, que c'est une partenaire de jeu, que voilà, on est à un pied d'égalité en fait. Et ça, c'est vraiment précieux, je pense, pour accélérer tout ça, en tout cas. Et c'est aussi une des manières de pouvoir encourager la diversité dans l'e-sport, une diversité qu'on a besoin. On en a réellement besoin aujourd'hui et je pense que c'est aussi par ce genre de discussion qu'on vient de faire que ça peut faire évoluer les choses ou en tout cas, à notre échelle, essayer de faire réfléchir. Food for thought. C'est avec les petits pas qu'on fait les plus grandes avancées. Waouh. C'est inspirant. Je suis un peu poète à mes heures perdues. Un petit merci beaucoup à vous. Merci à toi d'avoir participé à cette conférence, de nous avoir donné toute cette science. Voilà. Merci encore vraiment d'avoir pris du temps pour nous. On vous revoit sur vos réseaux respectifs évidemment et aussi surtout vous peut-être à France eSport, Gaël, ou pas? Peut-être, on ne sait pas, mais surtout chez Team Divergent en tout cas. Surtout chez Team Divergent, c'est ce que j'attendais, surtout chez Team Divergent. Kim, on se revoit peut-être dans une autre émission, n'est-ce pas? Peut-être. Voilà, sûrement. Très sûrement. Et sinon sur tes réseaux évidemment. Merci à tous et merci à vous surtout. On continue nos conférences et on va attaquer la dernière conférence de la journée, présidée cette fois-ci par mon très cher collègue Shérif Tano, pour ceux qui suivent Replay, évidemment sur l'éducation et l'e-sport. On va la réaliser bien tout de suite. Voilà.